traverse une ère un petit peu paradoxale où on peut trouver autant d'articles qui parlent de la chance des seniors que ceux qui parlent de la malchance d'être senior. J'ai regardé, par exemple, au mois de septembre, bilan titré « Les entreprises ont besoin des plus de 50 ans » et le même mois de septembre, Le Temps titré « La descente aux enfers d'un cadre senior ». Donc, de la même manière, on a tous autour de nous l'histoire d'un senior qui a réussi à trouver un emploi après ses 50 ans, comme on a aussi l'histoire d'un senior qui a cravaché, qui a essayé, réessayé et qui n'y est pas parvenu. À titre plus personnel, j'ai toujours eu la chance de partager ma vie professionnelle avec des seniors qui m'ont toujours énormément apporté, qui m'ont apporté une expérience, des fois du réconfort, qui m'ont mentoré, qui m'ont apporté un recul que mon jeune âge ne m'apportait pas forcément. Faites réellement, et pas seulement celui qui a sur votre certificat de travail, l'inventaire de vos compétences. Ce qui va souvent bien au-delà de ce qui est marqué dans le certificat de travail. Et à partir de là, on voit qu'il y a, et je crois que c'est le thème de la soirée, de l'or qui jaillit. Parce que ces compétences qui sont notées dans le certificat de travail sont souvent très limitatives, elles sont très polissées. On a encore des certificats de travail codés. J'encourage toujours les entreprises à indiquer que le certificat de travail n'est pas codé. Donc, je crois que la transparence, tout le monde a à y gagner. Reste après, effectivement, tout le travail d'insertion à faire. Et là, du point de vue de l'entreprise, c'est faire prendre conscience à l'entreprise que si elle ne veut pas se heurter à des problématiques de main-d'œuvre, il va falloir élargir un peu son spectre de recrutement. Merci Guillaume. Moi, ce que je retiens de cette belle phrase positive, c'est que chacun de nous a de l'or, et chacun de nous vaut de l'or, et parfois on n'est pas conscient des compétences qu'on a, parce que souvent on a été engagé dans un poste, et peut-être qu'on a utilisé une toute petite partie de toutes ces compétences. On le sait, on le voit tous les jours, on n'utilise pas tout ce qu'on sait faire. C'est impossible. Enfin, une journée ne permet pas. Et chez nous, un collaborateur de 45 et plus, on appelle ça un collaborateur d'âge moyen. Donc on a essayé d'être respectueux dans la terminologie. Pourquoi nous avons fait ça? Ça découle d'un constat. Déjà, dans le monde de la banque, l'ancienneté moyenne d'un collaborateur, par exemple dans un groupe comme UBS, c'est 17 ans d'ancienneté. Ça a beaucoup d'avantages, évidemment, beaucoup d'expérience, beaucoup de qualités. Ça a aussi quelques inconvénients. Et un élément qu'on a constaté, c'est qu'à partir de 40-45 ans, on se forme de moins en moins. Et dans nos centres de formation, on croise peu, voire très peu, de collaborateurs dits d'âge moyen. Alors, sur ce constat, nous avons mis en place effectivement un programme de formation spécifique pour les collaborateurs de 45 ans et plus, qui repose sur 6 modules distincts qui sont entièrement offerts par la banque, y compris au niveau du temps de travail, puisque ces modules ont lieu sur des journées ordinaires de travail. On a tenu à ce que ce soit facultatif, donc on en a fait une grande promotion au sein de l'établissement, mais on ne veut pas forcer les gens à suivre ces dispositifs de formation. Donc ceci s'articule sur 6 modules. Le premier, c'est un bilan de compétences. On estime important de pouvoir commencer par un bilan de compétences qui est géré par une entreprise externe et qui permet à nos collaborateurs de pouvoir s'ouvrir en toute liberté par rapport à ce bilan de compétences. Ensuite, on a des formations qui sont plus ordinaires. On propose des cours linguistiques, on propose des cours d'informatique sur toutes sortes de prestations informatiques. On propose aussi un module pour se créer des réseaux et entretenir ces réseaux personnels. Nous avons mis en place des modules sur les médias électroniques, comment bien utiliser les médias électroniques et comment construire son brand, comment bien véhiculer son image sur les médias électroniques. Et puis on a fait un module assez innovant où on mélange des collaborateurs d'âge moyen avec des collaborateurs beaucoup plus jeunes. L'idée, c'est de bien comprendre les aspects multigénérationnels, comment on peut travailler ensemble. Et on sait qu'aujourd'hui, généralement, on parle souvent des générations Y. On explique beaucoup aux générations X et précédentes ce que sont les générations Y. On explique très peu aux générations Y ce que sont des collaborateurs, par exemple, d'âge moyen, donc génération baby boomer, génération X. Donc l'idée, c'est de mettre ensemble ces gens, de les faire travailler ensemble, développer des idées, de bien se comprendre. Et puis, à la fin de ce module,
On crée des tandems de mentoring croisés. Il y a une continuité à ce module où des collaborateurs plus seniors peuvent amener leur expérience aux jeunes et vice-versa. On le voit à âge égal ou à âge même pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Ce fameux deuil dont tu parlais tout à l'heure, plus vite il est fait, plus vite il est derrière, plus vite la personne arrive à se projeter, non pas dans un job bien spécifique, parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas encore de quoi ça va être fait, mais dans une activité. Plus vite elle sait ce qu'elle veut, et plus vite elle va pouvoir commencer à enchaîner des entretiens. Est-ce que l'UBS est une entreprise pilote pour ce genre de choses? En 2-3 mots, vous pouvez nous dire s'il y a des banques ou d'autres institutions qui viennent vers vous pour vous dire on est intéressé par ce programme? Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est les seuls à faire quelque chose dans ce domaine-là, mais un programme aussi complet, je n'en connais pas. Je n'en connais pas, et notamment par rapport à des initiatives multigénérationnelles, voire même des bilans de compétences. On sait, alors c'est une chance qu'on a dans un établissement comme celui que je représente, c'est d'avoir des moyens qui permettent de le faire. Ça me permet d'ailleurs d'inciter aussi tous les employeurs à mettre une vraie politique par rapport à cette considération de formation pour les collaborateurs plus seniors. Et j'incite aussi tout un chacun, parce que finalement c'est nous qui sommes responsables de notre propre employabilité, de prendre notre destin en main. Et puis je vais évidemment dire quelque chose qui vient typiquement d'un banquier, c'est que dans les banques on voit beaucoup d'ouverture de comptes épargne pour préparer ses vacances, pour financer un bien immobilier, pour les enfants. Par contre on voit très peu de comptes épargne employabilité. Et moi je peux inciter tout un chacun, et assez rapidement dans le cycle de vie, de se constituer un capital pour financer son employabilité, et qu'on ne soit pas tenu uniquement par les budgets de ses employeurs. Ça, c'est une bonne idée. On va peut-être envisager que l'UBS mette en place un compte épargne pour la formation à partir de 45 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? À 50 ans, quand tu perds ton travail, t'es mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas ressusciter. Et tu vas ressusciter dans un monde de travail différent, dans un monde qui change, dans un monde où l'illettré, comme disait Alvin Toffler, l'illettré n'est pas celui du XXIe siècle, n'est pas celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, mais c'est celui qui ne peut pas apprendre, qui ne peut pas désapprendre et qui ne peut pas réapprendre. Je crois que la recommandation que j'ai envie de faire, c'est effectivement, grâce à un bilan de compétences bien fait, c'est de déterminer exactement ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller, ce qui nous passionne. Ce qui me révolte, c'est de voir ce que j'ai vu ce matin pour une annonce où c'est marqué en bas vous reconnaissez-vous si vous n'avez pas reçu de réponse à votre postulation d'ici 15 jours, considérez que ça n'a pas été retenu. Les gens qui postulent, et ça c'est un message aux ressources humaines qui sont là, les gens qui postulent font du travail pour postuler. Ils s'intéressent, ils se donnent, ils méritent le respect de l'employeur potentiel. Et la moindre des choses qu'on peut faire en tant qu'employeur, c'est de répondre à un candidat en lui disant « Désolé, nous n'avons pas retenu pour telle raison ». C'est une question pour l'aider, pour l'apprendre, pour la suite. C'est ce que j'ai envie de dire au niveau du frein qu'on peut voir chez le RH. Mais ceci dit, en général, les RH sont extrêmement bien disposés parce qu'ils sont plus sur ce premier aspect, ce premier tri qui en général est relativement positif. Je travaille pour la Fondation EPT et c'est vrai que nous travaillons à travers aussi les stages. Et moi, je trouve que c'est positif. Ce n'est pas des stages de 6 mois ou quoi que ce soit, c'est une manière de se faire connaître. Parce que comment fonctionne un employeur, ce qui va être important, effectivement, c'est de pouvoir connaître la personne. Et donc, comment on recrute, en fait? Ce qui va être important, c'est que ce soit au niveau de l'interne, qu'on ait la preuve que la personne ait les compétences. Et je trouve que le stage, mais moi je dirais maximum d'un mois, c'est une manière de connaître la personne. Et moi, je rejoins un peu la Fondation Mode d'Emploi par rapport à ça. Je ne dirais pas des stages de 6 mois, mais de 1 mois. Parce qu'une postulation par écrit, vous recevez quoi? 2%, on va dire, de retour, alors que si vous effectuez un stage, on vous connaît d'une autre manière. Et c'est comme ça que les employeurs engagent. Merci. J'aimerais juste intervenir par rapport au stage. Il y a une autre chose qui n'a pas été dite, qui est beaucoup plus, à mon avis, gratifiante, c'est le bénévolat. Si vous vous investissez dans quelque chose que vous aimez, en étant bénévole, selon l'activité bénévole que vous allez rencontrer un tas de monde de différentes professions qui ont le même intérêt que vous et vous allez naturellement montrer le beau côté de vous.
Et la personne à côté de vous ne va pas vous demander quel âge vous avez, mais va être admirative de ce que vous aimez faire et de ce que vous faites. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et j'ai beaucoup conseillé de personnes qui ont trouvé un travail ou un emploi grâce au bénévolat. La deuxième chose que j'aimerais juste vous dire, c'est important, on a un travail, on n'est pas son travail. On n'est pas, le verbe être, qui on est toute la journée. On n'est pas des comptables, on n'est pas un directeur commercial, on est un être humain avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail n'est pas une identité, c'est une partie de la vie. Parce que vous avez une vie privée, une vie sociale. Donc ça, c'est des choses, et je remercie vraiment Geneviève pour avoir soulevé ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent tellement de temps et tellement d'énergie à leur travail que le jour où ils le perdent, ils ne sont plus personne. Alors que vous continuez à être qui vous êtes. Je suis quelqu'un qui suis relativement connecté. Donc oui, je pense qu'on est dans un monde qui nous facilite beaucoup la tâche maintenant pour, je dirais, postuler et passer nos dossiers. Par contre, cela a été évoqué avant, on a un énorme mur digital qui s'est créé entre les entreprises et les candidats. Alors, ça a le côté positif de facilitation, mais maintenant, effectivement, pour arriver à parler à quelqu'un, pour avoir un feedback, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc oui, il faut sortir de votre bureau. Pour arriver à trouver quelqu'un, ce n'est pas simple. Est-ce que vous faites du réseautage dans la vraie vie? Parce qu'il y a énormément d'associations de réseautage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça fait partie de vos pratiques de recherche? Oui, alors tout à fait. Je pense que c'est très important. Bon, je suis quelqu'un de très social en plus, donc c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pas toujours facile d'aller chercher un petit peu plus loin, mais on sait que de nos jours maintenant c'est 70-80%. Mais par contre, c'est aussi une démarche qui prend un peu de temps. Donc il faut arriver à garder son coude et avoir un peu de patience, sachant qu'on ne sait pas trop quand ça va porter ses fruits, mais c'est indispensable, tout à fait. Alors moi j'ai la grande chance que mon employeur, au moment de la restructuration de l'entreprise, m'ait accordé une convention de sortie. J'ai pu donc obtenir un outplacement, ce qui fait que je suis suivi par un bureau très bien connu de la place. Et c'est une grande chance. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une aide par rapport à ces périodes de doute, d'incertitude, de stress au départ. Vous avez parlé de la situation familiale. C'est pas seulement le candidat qui est dans l'incertitude, ça touche toute la famille. Je fais un peu le parallèle avec le retrait de permis. On dit ah il a un retrait de permis. Non, c'est toute la famille qui a le retrait de permis. Parce que vous pouvez plus amener les enfants au foot, vous pouvez plus amener faire les commissions, je sais pas quoi. Donc la perte du travail, c'est un peu la même chose. Ça touche les proches, la famille. Et là, le coach qui m'accompagne donne une certaine stabilité, de la motivation aussi, et un équilibre. Ce qui est très important, je connais un petit peu Annick, on a un peu la même personnalité, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. C'est exclu pour moi de rester à la maison, de dire oh, c'est bon, là je suis en recherche d'emploi, je me lève à 10h le matin, non, c'est exclu. Donc le fait d'avoir ce coaching, des tâches à réaliser, des ateliers à suivre, des cours de formation, comme donne certainement madame, nous oblige à nous lever tous les matins, à chercher de l'emploi, à lire les journaux, à faire du réseautage. Et c'est un équilibre qui est essentiel pour moi, parce que toutes les personnalités sont différentes, comme a dit Claudine aussi avant, mais pour ne pas être déconnecté du monde du travail, pas être déconnecté du système des pendulaires, de se lever le matin, d'aller en ville, de faire quelque chose, de voir du monde, de manger avec des collègues, des ex-collègues à midi, etc. Et j'ai envie de dire aussi, la digitalisation est un atout pour les collaborateurs d'expérience. Plus vous digitalisez dans une entreprise, et ce que nous sommes en train de faire, plus on a besoin de compétences humaines, sociales, des capacités relationnelles, parce que la digitalisation, ce n'est que pour des commodities, que des choses relativement simples. Et aujourd'hui, dans les métiers, en tout cas, de service et de clientèle, l'expérience, la seniorité est un grand avantage. Donc moi, j'incite toutes les personnes, en tous les cas, qui sont touchées par des recherches d'emploi,
c'est de mettre en évidence les qualités, les compétences, et puis pas de mettre en évidence qu'on est un senior, qu'on cherche un emploi, que c'est difficile, que le monde du travail n'est pas ouvert aux seniors. Donc pensez plutôt aux compétences clés. Compétences, c'est pas simplement un certificat ou des choses que vous avez fait. C'est très important de montrer qui vous êtes et de votre capacité d'inspirer, d'être curieux et d'inspirer les autres et d'engager, de contribuer. Et ça, la plupart du temps, les gens ne savent pas se parler, ne savent pas dire ce qu'ils amènent, ce qui les inspire et ce qu'ils voient qui serait possible dans un job. Et ça, plus on a de l'expérience, plus on a du recul, plus on sait ce qui nous inspire. Alors dites-le,